Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Son personnage Tintin est vite devenu bien plus connu que lui, mais qui se cache derrière le créateur du héros à la houppette? Visite guidée de l'exposition Hergé à voir au Grand Palais à Paris. On connaissait tous ses talents de chanteur, mais peu savaient qu'il était collectionneur. Les œuvres d'art de David Bowie vont être mises aux enchères. Une bonne façon de découvrir une autre facette de l'icône pop-rock. Ces œuvres sont autant d'énigmes à déchiffrer. Le Centre Pompidou nous éclaire sur l'univers surréaliste de René Magritte. Ces dessins originaux battent des records dans les salles de vente. Ces bandes dessinées se sont écoulées à des millions d'exemplaires sur tous les continents. Le Grand Palais nous fait découvrir la destinée fascinante de Georges Rémy, dit Hergé, dessinateur de presse devenu une figure du 9e art. Reportage Sonia Patricelli avec Jérôme Vassilakos. Georges Rémy, alias Hergé, cet artiste belge dont le personnage Tintin est devenu bien plus célèbre que lui. Le Grand Palais tente de percer le mystère. Ou devrais-je plutôt dire, le mystère tente d'être percé par le Grand Palais. Businessman, c'est un grand artiste, donc lier les deux, c'est assez rare pour un artiste de savoir mêler les deux. Hergé était très exigeant parce qu'il voulait un travail assez parfait, donc, mais c'était un homme avec beaucoup d'humour aussi, donc il savait faire avaler la pilule, et c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui pouvait raconter des histoires de choses qui lui étaient passées, survenues, qu'il utilisait de temps en temps dans ses propres histoires. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont 30, 40 ans maintenant, et ils me demandent, Hergé, ça devait être quelqu'un de sévère. Alors j'ai dit, il vient un peu vers le public comme quelqu'un de trop sérieux, et pas du tout, c'était quelqu'un d'assez, venant d'une famille quand même assez populaire. C'était pas quand même quelqu'un de snob ou de blasé, quoi. Les aventures de Tintin sont nées en 1929 dans le petit 20e. À seulement 21 ans, Hergé est reporter. Il reprend alors le style américain du comic strip, la BD à bulles. Quelques années plus tard, il imposera son propre style, la ligne claire. Hergé intéresse les jeunes Français, Canadiens, Indiens de 2016 comme ils intéressaient les jeunes Belges de 1929. Et pas seulement des jeunes, puisque une des spécificités du génie d'Hergé, c'est d'arriver à séduire un public, comme on dit, de 7 à 77 ans. Cette universalité, je l'explique en partie par une clé esthétique, qui est celle précisément de cette ligne claire, de cette indéfinition qui fait que Tintin n'est ni d'un pays ni d'un autre. Tintin est assez asexué, il n'a d'ailleurs pas de vie sexuelle, et tout un chacun peut se projeter dans Tintin. Hergé connaît très vite le succès et les polémiques. Le père de Tintin était-il raciste ou simplement caricatural, le reflet de son époque? Était-il un artiste engagé et de quel bord? Il subira de nombreuses critiques, notamment pour l'album Tintin et les Picaros, où on l'accusait de mettre sur le même plan une dictature et un mouvement révolutionnaire. Mais dans la dernière histoire, si on m'a critiqué, je crois qu'on a mal compris. J'ai simplement voulu montrer, au-delà d'une histoire qui est une histoire d'amitié en quelque sorte,
j'ai voulu montrer comme arrière-plan, que toute dictature, quelle qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite, est haïssable, c'est tout. Il y a beaucoup de facettes dans le travail d'Hergé pour la première fois et c'est inédit. 189 couvertures du Petit 20e sont réunies ici au Grand Palais à Paris. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir le talent d'Hergé pour l'illustration de publicité, mais aussi son goût pour l'art. Il était un grand collectionneur d'art moderne et d'art contemporain. Il avait d'ailleurs commandé son portrait au maître du pop art, Andy Warhol. L'expo Hergé, c'est jusqu'au 15 janvier au Grand Palais. Génie de la chanson, il était aussi un grand amateur d'art sous toutes ses formes. Les œuvres que David Bowie avait amoureusement collectionnées vont être présentées au public pour la première fois depuis sa mort en janvier dernier. Certaines signées Jean-Michel Basquiat et Damien Hirst. Une exposition à voir à Londres avant une grande vente aux enchères. Ludovic de Foucault nous en dit plus. Les artistes s'entourent d'art et David Bowie ne dérogeait pas à la règle. Du début des années 70 à sa mort en janvier dernier, le chanteur n'a cessé de réinventer ses disciplines. Les objets qui l'entouraient reflétaient son imaginaire. Je crois que tout est lié à l'intérêt qu'il portait à la créativité, à la manière dont les artistes travaillent, au processus artistique. En parlant de l'une des peintures en vente, la tête de Gerda Baum par Frank Auerbach, il disait qu'en la regardant le matin, ça allait avoir un effet sur son humeur et qu'il allait essayer de faire des sons qui représenteraient la manière dont la peinture le faisait se sentir. L'art comme source d'inspiration. Plus de 350 pièces seront vendues aux enchères. D'abord une séance pour le design italien postmoderne et puis deux autres pour l'art moderne et contemporain. Bowie avait l'œil aiguisé. Le monde de l'art n'avait aucun secret pour lui. Reste à savoir si le fait que ses œuvres lui aient appartenu aura une incidence sur leur prix. On a fait très attention en estimant les pièces, comme si elles n'avaient appartenu à personne. S'il y aura ou pas un effet Bowie, nous n'en savons rien. J'imagine qu'on verra à Londres en novembre. Les ventes aux enchères auront lieu à Londres les 10 et 11 novembre prochains. Il jongle avec les images, les symboles, les concepts et ces tableaux pleins d'humour sont pour certains mondialement connus. Magritte est au cœur d'une grande exposition à voir au Centre Pompidou à Paris, l'occasion de lever le mystère sur l'univers du peintre surréaliste. Pourquoi ces tableaux ressemblent-ils à des énigmes ? Le peintre interpelle le spectateur. L'exemple le plus célèbre, c'est celui-ci. Vous voyez une pipe, mais ceci n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. L'artiste va plus loin dans cette autre toile. Ceci n'est pas une pipe, c'est la représentation de cette pipe, qui n'est pas une pipe non plus, puisque c'est une image, ça peut durer longtemps. Magritte manipule la réalité. Moi, peintre, je crois que je ne peux montrer que l'apparence des choses, ce qui est visible. Le Centre Pompidou expose une centaine de tableaux du peintre. Magritte, c'est un surréaliste. Il veut mettre en image le rêve et la pensée humaine. Ce tableau s'appelle « Variation sur la tristesse ». Explication. Une poule pond un œuf. Elle voit le triste destin de cet œuf qui finira dans un coquetier. Le tableau illustre aussi la question philosophique de l'œuf et de la poule. En 1936, René Magritte peint cet autoportrait. En regardant un œuf, l'artiste peint l'oiseau qui en sortira. Cette œuvre s'appelle la clairvoyance. Une pipe, un chapeau, les objets de Magritte ne sont pas choisis au hasard. C'est quelqu'un qui veut que ces images soient accessibles et lisibles par tout le monde. D'où le choix d'objets qui, à l'époque, évidemment, où il les produit, sont des objets qui appartiennent vraiment à l'univers le plus banal, le plus quotidien. Détourner des objets du quotidien, Andy Warhol et les artistes du pop art reprendront l'idée à leur compte. Ce sont en quelque sorte les héritiers de Magritte.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et pour finir, une paire de fesses géantes et un train miniature. Si, on parle bien toujours d'art et de culture. Ces œuvres font partie des finalistes du très prestigieux Turner Prize. En attendant l'annonce du lauréat en décembre, elles sont exposées à Londres. Je vous laisse vous faire une idée et vous dis à très vite.